Ougadal 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, paix et sécurité en Afrique, le chef de la diplomatie algérienne appelle à faire du processus d'Oran un tremplin pour guérir les maux du continent. En visite officielle à Alger, le président de la Commission de l'Union africaine déclare vouloir faire avancer les questions de réforme, saluant le soutien de l'Algérie à la Commission. Groupe A3+, l'Algérie lance une initiative visant à consacrer le rôle du groupe en tant que porte-parole unique, défendant les intérêts de l'Afrique à travers le processus d'Oran. Et puis, Sahara occidental, le front Polisario annonce contester l'accord commercial Union européenne-Maroc devant la Cour de justice européenne avant la fin de l'année. Enfin, nous irons au Soudan, plein conflit. Le Conseil de transition accuse les forces de soutien rapide de mener une guerre par procuration pour le compte de nombreux pays et groupes tierces. Bonsoir toutes et à tous. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, appelé ce lundi à Alger à faire du processus d'Oran une occasion pour renouveler l'engagement à redoubler d'efforts afin de formuler des solutions africaines pour guérir les maux auxquels l'Afrique est confrontée. Dans son intervention à l'ouverture des travaux de la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, le chef de la diplomatie algérienne a appelé à faire de cette édition une occasion pour renouveler l'engagement à plaider d'une seule et même voix les priorités africaines au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et dans les différents espaces de l'action multilatérale internationale. بعد 12 عاما نعود معا 12 ans plus tard, nous revenons ensemble au point de départ, là où le processus d'Oran a commencé et où il a fait ses premiers pas pour constater les progrès remarquables accomplis dans la concrétisation de cette vision stratégique et sa traduction en une réalité tangible et palpable dans le cadre des Nations Unies et dans les résolutions de son Conseil de sécurité. Nous revenons à Alger pour nous pencher ensemble sur 3 réalités éclatantes qui sont une véritable source de fierté et de satisfaction. Nous sommes fiers et honorés tout d'abord que le processus d'Oran soit devenu un rendez-vous continental fixe et inscrit à l'ordre du jour de notre organisation continentale et de son éminent conseil, le Conseil de paix et de sécurité africain. Nous sommes fiers et honorés, deuxièmement, que les 3 États africains membres du Conseil de sécurité aient formé un bloc unique et uni, un bloc dont le nom est connu, dont l'identité est bien établie, dont les positions sont solides et dont les opinions et les visions sont prises en compte et respectées. Troisièmement, nous sommes fiers et heureux que l'Afrique ait atteint un rang qu'aucun autre continent n'avait atteint avant elle, celui de mandater ses représentants au Conseil de sécurité des Nations Unies pour défendre ses intérêts et ses priorités, non pas avec des voix individuelles et dispersées, mais avec une voix collective, unique et unifiée, celle de l'ensemble du continent africain. Ahmed Attaf a tenu à rappeler le rôle actif de l'Algérie dans ce processus en tant que pays hôte et en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil de paix et de sécurité africain à l'approche de la fin de son mandat. والجزائر تتشرف بأن كانت على الدوام طرفا فاعلا. L'Algérie est fière d'avoir toujours été un acteur actif dans ce processus. Hier, en tant que pays hôte du processus d'Oran, aujourd'hui, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil de paix et de sécurité africain, alors que nous nous apprêtons aujourd'hui à conclure notre mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous espérons avoir réussi à assumer les responsabilités qui nous incombaient envers notre continent africain et nos frères africains.
Nous nous sommes efforcés aux côtés de nos frères de la République de Somalie, de la République de Sierra Leone, de former au sein du Conseil de sécurité un bloc homogène, un bloc qui exprime des positions africaines et non des positions nationales, chaque fois qu'il s'agissait de questions de paix et de sécurité sur notre continent. Pour le chef de la diplomatie algérienne, la situation internationale est une situation extrêmement critique, profondément troublée, extrêmement délicate, marquée par des polarisations, des divisions, mais aussi des conflits. On écoute. وأعتقد بكل صدق وإخلاص أنه ليس من باب المغالاة. Je crois sincèrement et honnêtement qu'il n'est ni exagéré ni excessif d'affirmer que la situation internationale actuelle n'est pas normale ou habituelle. Il s'agit plutôt d'une situation extrêmement critique, profondément troublée et extrêmement délicate. Une situation marquée par les polarisations, les divisions et les conflits. Une situation qui consacre une volonté effrénée de saper les acquis les plus précieux que l'humanité a réalisés depuis l'aube de son histoire. Il s'agit ici de 3 acquis fondamentaux. Le droit international en tant que juge entre les nations, le multilatéralisme en tant que méthode de coopération pour relever les défis communs et l'Organisation des Nations Unies en tant que phare de la justice, du droit et de la loi et en tant qu'espace commun de rencontre, de communication et d'apaisement des différends. Toujours selon Ahmed Attaf, les questions de paix et de sécurité sur notre continent ont perdu de leur importance, ont été reléguées au second plan dans l'échelle des priorités de la communauté internationale. On écoute. فالحرب في السودان تشارف عامها الثالث. La guerre au Soudan entre dans sa 3e année, laissant derrière elle la crise humanitaire la plus grave au monde, sans qu'aucune lueur d'espoir ne se profile à l'horizon pour mettre fin aux souffrances du peuple soudanais frère. 14 ans après son déclenchement, la crise en Libye est tombée dans l'oubli au niveau continental et international, comme si tout le monde s'était résigné à la logique des factions libyennes et des étrangers, comme à une fatalité inéluctable. La dernière colonie de notre continent africain célèbre cette année le 62e anniversaire de la promesse faite par la communauté internationale lorsqu'elle a inscrit le nom du Sahara occidental sur la liste des territoires éligibles à la décolonisation des Nations Unies. La promesse de permettre à son peuple d'exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes du droit international et à la doctrine internationale bien établie en matière de décolonisation. Et les régions du Sahel ne sont pas en reste selon le ministre. Ceux qui ne font pas face aux défis sécuritaires doivent désormais faire face aux phénomènes de changement anticonstitutionnel de gouvernement qui sont redevenus une réalité sur le continent africain. والأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي فاقت حدود التأزم. La situation dans la région du Sahel a dépassé les limites de la crise sur différents fronts et à différents niveaux sécuritaires, politiques et économiques, sans qu'aucune action ou initiative ne soit prise, ni pour remédier au phénomène des changements anticonstitutionnels de gouvernement qui sont redevenus une réalité, ni pour lutter contre le fléau du terrorisme qui s'est aggravé et exacerbé de manière sans précédent dans cet espace africain. Il en va même pour la situation dans le reste de notre continent, en particulier dans la région des Grands Lacs et dans la Corne d'Afrique, qui prouve à son tour qu'il est inévitable que les mêmes crises se reproduisent, mais sous toutes les formes les plus aiguës et les plus graves, en l'absence de solutions durables et viables, des solutions africaines, des solutions conçues par l'Afrique, des solutions mises en œuvre par l'Afrique avec la contribution et l'accompagnement nécessaires de la communauté internationale. Pour Léon Kakou-Adom, ministre ivoirien des Affaires étrangères dont le pays préside actuellement le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, il est impératif de tirer profit de l'occasion offerte par ce 12e séminaire de haut niveau. Un séminaire qui coïncide, selon le chef de la diplomatie ivoirienne, avec un moment très critique alors que la paix est menacée sur le continent. Nous devons tirer pleinement parti de l'occasion offerte par ce 12e séminaire de haut niveau
pour évaluer les étapes importantes que nous avons franchies jusque-là, réfléchir sur certains enseignements tirés et sur les bonnes pratiques, ainsi que pour délibérer sur les voies et moyens pratiques les plus efficaces pour relever les défis auxquels nous avons été confrontés au cours de l'année. Comme vous le savez tous, nous organisons ce séminaire de haut niveau à un moment très critique, alors que notre continent est confronté à une multitude de menaces pour la paix, la sécurité et la stabilité, aggravées par les développements négatifs de l'ordre mondial et un système multilatéral clairement assiégé. Les menaces auxquelles nous continuons de faire face vont de la propagation du terrorisme, de la radicalisation de l'extrémisme violent aux transitions politiques complexes, prolongées et apparemment sans fin dans certains de nos États membres. Il s'agit également de la résurgence des changements anticonstitutionnels du gouvernement, la prolifération des armes des groupes armés et des forces négatives, ainsi que des forces et combattants étrangers, sans parler des catastrophes naturelles qui sont pour la plupart liées aux effets néfastes du changement climatique. La situation sur le continent africain de plus en plus préoccupante avec le retour de vieilles pratiques des changements anticonstitutionnels pour accéder à la magistrature suprême. C'est ce qu'a déclaré Antonio Tete, ministre angolais des Affaires étrangères. Je vous propose de l'écouter. Je souhaiterais aussi dire combien je suis heureux de revenir là où tout a commencé, comme a dit le ministre Attaf. Nous assistons en plus à une situation très préoccupante qui est celle du retour de vieilles pratiques jadis reléguées, celui de recours aux méthodes anticonstitutionnelles pour accéder à la magistrature suprême à travers des coups d'État militaires qui deviennent de plus en plus récurrents et représentent aussi une autre menace à la stabilité politique et sécuritaire de notre continent. Nous assistons également à une montée en puissance des actions violentes de groupes armés terroristes et extrémistes qui sévissent dans la région du Sahel. Ces actions violentes qui perdurent déjà depuis un certain temps constituent aussi une grave menace majeure à la stabilité politique et des institutions démocratiques qui nécessitent des réponses urgentes et immédiates à travers la coopération en matière d'échange d'informations entre les pays africains pour garantir la survie de nos populations, des communautés locales et des gouvernements démocratiquement élus. En parallèle, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. La rencontre a permis de passer en revue les développements de la situation politique et sécuritaire dans le continent africain et de mettre en lumière les défis supplémentaires imposés par la complexité du contexte international actuel. D'abord, je suis très heureux d'être en Algérie aujourd'hui pour pouvoir donc participer à ces activités. Nous avons eu des discussions franches, sincères et surtout sur beaucoup de sujets qui concernent le continent, notamment les crises qui sévissent sur notre continent, le rôle de l'Algérie qui a été un rôle prépondérant, important dans la recherche de solutions, à travers sa présence au Conseil de sécurité des Nations Unies pendant 2 ans. Aujourd'hui, donc, l'Algérie quitte le Conseil après avoir défendu haut et fort les intérêts du continent africain. Et en tant que nouveau président de cette commission de l'Union africaine, ça a été un plaisir pour moi d'écouter d'abord le ministre Attaf, qui est un homme d'expérience, qui a beaucoup d'années ici. Et j'ai pu également échanger les positions de la Commission sur toutes ces questions. Et en compagnie de la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Salma Malika Haddadi, le président de l'UE a dit vouloir faire avancer les questions des réformes, saluant au passage le soutien de l'Algérie à la Commission. Je crois qu'il est important de signaler qu'à la tête de la Commission de l'Union africaine aujourd'hui, avec ma sœur Salma Malika Haddadi, qui est la vice-présidente, on essaye de faire avancer les questions de réforme qui sont très importantes. Si on arrive à mettre de l'ordre dans la maison d'abord africaine, il ne sera plus facile d'avoir des résultats
sur le plan continental et nous travaillons à cela. Et je crois que la dynamique est là. Le soutien de l'Algérie à la Commission est également garanti. Et nous allons donc œuvrer à ce que nous puissions porter au continent et surtout faire entendre la voix du continent dans tous les forats et dans tous les forums internationaux. Le président de la Commission de l'Union africaine, qui a d'ailleurs été reçu ce lundi par le président de la République Abdelmajid Tebboune, ainsi que la délégation l'accompagnant au siège de la présidence. Autre activité diplomatique, le chef de la diplomatie algérienne a également reçu ce lundi son homologue sahraoui Mohamed Islam Baïsat au Centre international des conférences d'Alger. À cette occasion, les deux ministres ont échangé les vues et les analyses concernant les derniers développements de la question sahraoui et évoqué également les voies et moyens permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU, notamment la résolution numéro 2797 adoptée récemment par le Conseil de sécurité. L'accueil fut chaleureux et fraternel et c'était une occasion pour nous d'évoquer les relations bilatérales entre nos deux pays ainsi que les prochaines étapes de notre action concernant le travail sur le niveau africain et onusien. J'ai également eu l'occasion de transmettre mes salutations et ma gratitude à son Excellence le ministre Attaf pour son soutien, sa coopération et sa solidarité fraternelle et celle de l'Algérie envers le peuple sahraoui et sa juste cause. On en parlait tout à l'heure en titre à l'initiative de l'Algérie en tant que coordinateur actuel du groupe A3+. Une réunion consultative s'est tenue à Alger ce lundi entre les membres du groupe et les nouveaux membres qui prendront leurs fonctions au Conseil de sécurité à partir du mois de janvier prochain, à savoir la République démocratique du Congo, le Libéria, le Bahreïn, la Colombie et la Lettonie. L'initiative algérienne vise donc à consacrer le rôle du groupe A3+, en tant que porte-parole unique défendant les intérêts de l'Afrique et à partager les succès remportés par ce mécanisme avec les nouveaux membres à travers la plateforme Processus d'Oran que l'Algérie accueille chaque année. Sahara occidental, le Front Polisario a annoncé qu'il allait saisir la Cour européenne de justice avant la fin de l'année afin de faire annuler le nouvel accord commercial entre le Maroc et l'Union européenne. Le conseiller spécial du président sahraoui chargé des ressources naturelles et des questions juridiques, Oubi Bouchraya Béchir, a déclaré dimanche dans une interview accordée au journal espagnol El Independiente que cet accord consolidait l'occupation économique, démographique et militaire par le Maroc, réitérant la volonté du Front Polisario de négocier avec les Européens tout accord concernant les richesses sahraouies. Dans le même contexte, la présidente des associations espagnoles solidaires du peuple sahraoui, Maïté Isla, a exprimé son rejet catégorique du dernier accord commercial entre l'UE et le Maroc, considérant comme une consécration de l'occupation marocaine. Dans une lettre adressée au Parti socialiste espagnol, Maïté a critiqué le fait que les institutions européennes continuaient à opérer dans les territoires sahraouis sans le consentement du peuple sahraoui, considérant cette démarche comme un défi aux décisions de la Cour de justice européenne. Nous rejetons catégoriquement la position de l'Union européenne en faveur du dernier accord commercial avec le Maroc. Malgré les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne en octobre 2024 qui ont clairement établi le statut distinct et séparé du Sahara occidental par rapport au Maroc. 5 décennies se sont écoulées depuis que l'occupation marocaine du Sahara occidental, qui, en plus d'être une occupation militaire, est une colonisation démographique et économique. Cette occupation n'aurait pas pu se poursuivre sans la coopération de l'Union européenne. Zoom à présent sur le conflit au Soudan. L'armée soudanaise a annoncé que ses forces armées avaient progressé sur 4 nouveaux fronts dans l'état du Kordofan du Nord. Selon des sources militaires, des combats acharnés ont eu lieu sur plusieurs fronts au nord et à l'ouest du Kordofan après que l'armée ait transféré ses opérations militaires de la ville d'Al Obeid vers le Kordofan afin de libérer toutes les zones sous le contrôle des forces de soutien rapide.
Et le vice-président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Malik Agar, a accusé les FSR de mener une guerre par procuration pour le compte de nombreux pays et groupes. Lors d'une interview accordée à la télévision soudanaise dimanche soir, ce dernier a déclaré que le Conseil ne négocierait pas avec les dirigeants des FSR car celles-ci ne peuvent pas décider de la fin de la guerre en raison de la présence de pays qui les soutiennent et qui sont directement impliqués dans ce qu'il a qualifié de guerre d'extermination dans le pays. La guerre est imposée au peuple soudanais et chaque Soudanais est affecté. Quoi qu'on dise, il s'agit à l'heure actuelle d'une guerre de colonisation, d'une guerre visant à modifier la démographie du Soudan et d'une guerre pour placer le pays sous domination étrangère par procuration. Autre point inquiétant, la situation humanitaire catastrophique au Soudan. Les réfugiés qui continuent de fuir Al-Fasher, tombés aux mains des FSR, se retrouvent coincés au point de transit à la frontière avec le Tchad sans aucune ressource, les aides internationales étant très limitées. Les détails sur Hila Kilala. À la frontière entre le Tchad et le Soudan, dans le camp de transit de Tine, des bénévoles distribuent de la soupe et du pain aux réfugiés soudanais ayant fui Al-Fasher. Arrivés dans cette ville frontalière, dans le dénuement le plus total, les réfugiés soudanais reçoivent très peu d'aide humanitaire internationale. Pour beaucoup, la seule source de nourriture provient des dons d'autres réfugiés. Nous sommes sortis d'Al-Fasher avec seulement nos vêtements, sans argent, sans chaussures, sans couverture, nous n'avons rien. Nous sommes épuisés, il n'y a ni eau ni nourriture. Nous sommes arrivés ici et des gens bienveillants nous ont aidés. Nous les remercions, mais il nous faut plus pour pouvoir vivre. Ibrahim Mohamed Ishaq est arrivé au point de passage le 22 novembre avec sa femme et leurs 2 filles âgées de 3 et 5 ans. Avec d'autres membres de sa famille, ils ont fui El-Fasher à Dodan. Dans leur fuite, plusieurs de ses proches ont été abattus. Après avoir franchi la frontière, la famille a été conduite vers un site de transit à 6 km de la frontière en attendant d'être transférée. Il y avait des bombardements quotidiens à Al-Fasher, des meurtres et des déplacements de population. La famine sévissait, beaucoup de gens mangeaient de la nourriture pour animaux. Dieu nous a sauvés, nous sommes arrivés sains et saufs. Le départ a été difficile car il n'y avait pas de moyens de transport. Alors nous avons voyagé à Dodan, c'était dangereux. Cela nous a pris un jour ou 2, puis nous sommes arrivés à Koutoum et nous avons trouvé des véhicules. Quelques ONG sont présentes dans la ville, notamment le PAM, qui a repris la distribution de vivres afin de prévenir la malnutrition, mais les quantités restent insuffisantes. Je dois continuer à lancer cet appel, à exhorter le monde à faire preuve de plus de générosité et de solidarité envers ceux qui aspirent aux mêmes choses que nous tous et qui ont vécu des horreurs inimaginables. Un camp de transit comme celui de Tine n'accueille les réfugiés que temporairement, avant le transfert vers des camps plus sûrs situés à l'intérieur des terres. Cependant, le manque de financement pour assurer un approvisionnement suffisant en eau, des installations sanitaires adéquates et des abris dans ces camps a ralenti les opérations de relocalisation. Autre actualité, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a accusé dimanche les États-Unis de diffuser des informations trompeuses en affirmant que des citoyens blancs étaient, je cite, tués dans son pays. Ramaphosa a ajouté lors d'un discours télévisé que les raisons invoquées par les États-Unis pour ne pas participer au sommet de Johannesburg reposaient sur des allégations mensongères et sans fondement, soulignant que son pays était prêt à poursuivre le dialogue avec Washington. C'est la fin de cette édition, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.